Comment est-il possible qu'une ville entière, des centaines de personnes, équipées de la technologie la plus moderne, n'ait tout simplement pu trouver aucune trace d'un seul garçon, quand il semble que la recherche s'est parfaitement déroulée, que tous ceux qui le pouvaient étaient impliqués, mais que le résultat était toujours le même? Rien. Cette histoire a commencé un soir, quand la mère d'Emil Jensen a remarqué que son fils n'était pas rentré de l'aire de jeux à la maison. Dans la petite ville danoise de Viborg, la vie se déroulait habituellement calmement et de manière mesurée, si bien que la disparition d'un enfant était ici un véritable choc. Après seulement une demi-heure, un signal d'alarme s'est répandu dans toute la ville. La police est arrivée immédiatement lorsque l'appel est entré. Les maîtres chiens avec leurs chiens ont déjà fouillé les cours et les parcs après 1 heure. Les bénévoles se sont divisés en groupes et ont soigneusement fouillé les cours, les greniers et les caves. Vers minuit, des hélicoptères équipés de caméras thermiques ont été intégrés à l'opération, illuminant les forêts et les champs environnants. Les habitants de la ville ne dormaient même pas. Des gens avec des lampes de poche inspectaient méthodiquement les bâtiments abandonnés, même ces endroits que personne n'avait regardés auparavant. Chaque minute était précieuse et tout le monde le comprenait. Toute la nuit, puis le jour suivant et encore un autre, des centaines de personnes ont fouillé avec tension littéralement chaque mètre, même les puits, les fossés et les vieux hangars. Mais chaque fois qu'il semblait qu'on allait découvrir quelque chose, résonnait la même déception. Non, il n'y a rien ici. Les rues étaient jonchées de tracts avec la photo d'Emile souriant. Les gens parlaient entre eux, chuchotaient, faisaient des suppositions. Mais quelque part au fond, mûrissait déjà un sentiment lourd, terrible, que les chances diminuaient de plus en plus. Les parents d'Emile étaient désespérés. La mère montrait sans cesse la photo de son fils et répétait en larmes qu'il n'avait jamais disparu ainsi auparavant. Des journalistes sont arrivés en ville, mais il n'y avait pas de théorie, ni de la police, ni des voisins, ni des témoins, le vide et l'incertitude. Plusieurs jours ont passé, puis 1 semaine. Finalement, la police a publié un rapport de recherche officiel. Résultat, 0. Traces manquantes. Témoins manquants. Emile semblait s'être tout simplement évaporé, comme s'il n'avait jamais été sur cette aire de jeu ce soir fatidique. Et c'est précisément cette circonstance qui est devenue la plus grande énigme. Comment un être humain peut-il simplement disparaître dans une petite ville où tout le monde connaît tout le monde? Personne ne savait alors que précisément cette absence de traces n'était que le début de l'histoire et que les réponses viendraient quand plus personne ne les attendrait. De l'extérieur, Emil Jensen était le garçon le plus ordinaire d'une famille ordinaire. Une maison toute simple, une rue tranquille à Viborg, une mère qui travaillait comme infirmière à l'hôpital local. Il ne vivait pas richement, mais confortablement. Le père avait quitté la famille depuis longtemps et vivait séparément, mais maintenait le contact avec son fils. Chaque dimanche, il venait chercher Emile pour le football. Au fond, tout était comme chez la plupart des gens. La vie ordinaire d'un enfant ordinaire, dont l'événement principal de la journée était d'aller à l'école et de jouer avec des amis sur l'aire de jeu. À l'école numéro 3 de Viborg, Emile était en 2e année. Les enseignants s'exprimaient sur lui à l'unanimité. Calme, poli, un peu timide. Pas une star de la classe, pas un bagarreur. Exactement le garçon dont on ne se souvient pas immédiatement, mais dont on ne peut pas non plus oublier le sourire. Normalement, il s'asseyait à une table près de la fenêtre et écoutait attentivement. Se manifestait rarement, mais faisait toujours soigneusement ses devoirs. Pendant les récréations, il était généralement silencieux ou bavardait avec quelques amis proches. Il n'aimait pas les jeux bruyants. L'enseignante racontait qu'Émile avait l'habitude, après les cours, de remettre en place les chaises de ses camarades de classe pour que tout soit propre et beau dans la salle de classe. Chaque jour, à 13h30, les cours se terminaient pour Émile. Il enfilait sa veste, une bleue avec des rayures blanches que sa mère avait achetée au solde d'automne. Il avait toujours un petit sac à dos avec lui et dans sa poche un sandwich qu'il mangeait presque toujours sur le chemin du retour. Son trajet était immuable.
quitter l'école, longer une rue étroite, tourner à gauche à la boulangerie et être à la maison en 15 minutes. À la maison, son chat Félix et un message de sa mère sur la table l'attendaient toujours. Le déjeuner est au frigo, n'oublie pas de faire tes devoirs. Bisous, maman. Après le déjeuner et les devoirs, Émile allait presque toujours à cette aire de jeu où se retrouvaient les enfants du quartier. Il y passait 1 heure ou 2 et rentrait ponctuellement pour le dîner quand sa mère était déjà à la maison, jour après jour, semaine après semaine. La vie était si calme et prévisible que toute perturbation semblait impossible. Mais le 14 octobre, cette perturbation s'est produite. La mère d'Émile est rentrée du travail comme d'habitude et a mis la table. Elle attendait que la porte se ferme bientôt et que son fils se précipite dans la maison, se dépêche vers la table et demande ce qu'il y avait pour le dîner aujourd'hui. Mais ce jour-là, le bruit de la porte qui s'ouvre ne s'est pas fait entendre dans la maison. Les minutes sont devenues des heures, mais le garçon n'était pas là. La mère ne comprenait pas encore que toute cette prévisibilité et cette routine de la vie, l'école, la maison, l'aire de jeu, appartenaient déjà au passé. Car le monde dans lequel elle s'était réveillée aujourd'hui ne serait plus jamais le même. Le dernier jour où Emil Jensen a été vu vivant est connu de la police littéralement minute par minute. Si l'on met de côté les émotions et qu'on examine les événements avec les yeux d'un enquêteur, on obtient une image terriblement sèche et claire. 17h25, Émile quitte la maison. Il fait frais dehors. Il porte une veste bleue avec des rayures blanches, un jean bleu clair, des bottes marron que sa mère lui avait récemment achetées et un pendentif doré avec les initiales EJ, un cadeau de sa grand-mère. 17h30. Le garçon apparaît sur l'aire de jeu. Quelques enfants familiers qui jouent à proximité le remarquent. Plus tard, ils raconteront qu'Émile était assis sur une balançoire et se balançait doucement en regardant vers la rue. 18h15. Quelques enfants quittent l'aire de jeu et rentrent chez eux. Émile reste seul là-bas. Personne ne remarque rien de suspect. 18h45. Une femme qui habite à proximité voit en passant furtivement un garçon en veste bleue assis sur un banc près de l'aire de jeu. Elle ne se souviendra pas de l'heure exacte, mais son témoignage sera le dernier où quelqu'un a vu Émile vivant. 19h00. L'heure à laquelle Émile rentrait toujours à la maison. Mais ce soir-là, la porte de la maison de la famille Jensen ne s'est pas ouverte. La mère du garçon commence à s'inquiéter et regarde l'horloge. 19h05. Elle compose le numéro de la police. La voix de la femme tremble, mais elle essaie de parler calmement. « Mon fils n'est pas rentré à la maison. Ce n'est pas typique de lui. Aidez-moi, s'il vous plaît. » Au début, la police réagit calmement. La ville est petite. Les cas de disparition sont rares ici et se terminent presque toujours bien. Mais quelque chose dans le ton de la plainte pousse l'agent de service à inscrire l'information dans le registre et à envoyer une voiture de patrouille sur les lieux. 10 minutes plus tard, les policiers parlent déjà avec la mère d'Émile dans son appartement. Elle presse nerveusement son téléphone dans ses mains et compose sans cesse le numéro de son fils, mais en réponse, ne viennent que de longs signaux assourdissants. Les policiers posant les questions habituelles. Y a-t-il eu des conflits? Un comportement étrange? Des étrangers près de la maison? Elle secoue seulement la tête et répète « Non, rien de tel. Il ne serait jamais parti avec un étranger. » 20h00. Après une première vérification du territoire, les policiers enregistrent officiellement la plainte. Emil Jensen reçoit le statut de « disparu ». L'affaire est transmise à la police criminelle. La vie de la famille Jensen se divise en un « avant » et un « après ». Alors que la police croit encore que le garçon sera bientôt retrouvé, les détectives commencent déjà à avoir les premiers soupçons. Trop propre, trop calme. Comme si la ville elle-même avait décidé de se taire sur ce qui s'était exactement passé dans cette période fatidique entre 18h45 et 19h00. Dans les films, cela paraît toujours différent. Une personne disparaît, et après quelques heures déjà, les enquêteurs ont le premier indice en main, une pièce à conviction,
un fil auquel s'accrocher et démêler l'affaire. Mais la réalité, comme il s'est avéré, était complètement différente. Les policiers ont commencé à agir immédiatement. D'abord, ils ont parlé avec la mère d'Émile. Question standard. Réponse standard. Puis ils sont allés de porte en porte chez les voisins et ont interrogé littéralement tout le monde. Mais personne n'avait rien vu. Tous hochaient unanimement la tête et répétaient « Nous l'aurions remarqué si quelque chose d'inhabituel s'était passé ». Une patrouille dans le quartier n'a rien apporté d'autre que des regards compatissants et des conversations nerveuses sur le fait que c'est la première fois que cela arrive chez nous, à Viborg. Le lendemain, l'école et les camarades de classe d'Émile ont été impliqués. L'enseignante a dit la même chose qu'avant. Un garçon calme, il n'a dérangé personne et personne ne l'a harcelé. Les enfants n'ont rien dit d'utile non plus. Le dernier qui a vu Émile sur l'aire de jeu a décrit exactement la même image qui était déjà connue. Il était assis sur la balançoire et se balançait. Quand nous sommes partis, il est resté seul là-bas. Tout semblait clair, mais l'information était égale à 0. L'espoir suivant était les caméras de vidéosurveillance. Après tout, de nos jours, il y a des caméras dans presque chaque cour, magasin ou carrefour. Mais c'est précisément ici que le pire s'est révélé. Tout le territoire où se trouvait cette aire de jeu s'est avéré être à un angle mort. La caméra la plus proche se trouvait à 2 kilomètres entiers, près d'un supermarché, qu'Émile n'aurait théoriquement pas pu atteindre en si peu de temps. Les policiers l'ont vérifié encore une fois, 2 fois, espérant avoir manqué quelque chose. Mais non. Un angle mort et aucune chance de voir où le garçon était allé après l'aire de jeu. Un jour après la disparition, les enquêteurs sont retournés sur les lieux du crime. L'aire de jeu a été examinée extrêmement soigneusement, littéralement centimètre par centimètre. Chaque banc, chaque coin a été vérifié. Un groupe de techniciens criminalistiques a travaillé avec de la lumière UV et a cherché quelque chose. Des empreintes digitales, un morceau de tissu, un jouet tombé, un cheveu. Mais quand le protocole d'examen des lieux a été établi, il donnait approximativement ceci. Aucune trace de lutte, aucun sang ou autre matériau biologique trouvé, objet personnel manquant. Autrement dit, rien qui aurait pu aider les enquêtes. Pas un seul indice. Et c'était la première preuve. L'absence totale de preuves. Il semblait que quelqu'un avait intentionnellement effacé toutes les traces de la disparition du garçon. La ville continuait sa vie, mais à la police, on comprenait que chaque minute jouait contre eux. Avec chaque heure, la probabilité de retrouver Émile chutait rapidement, et dans les têtes des enquêteurs mûrissait déjà la compréhension troublante. Ce n'était pas seulement un cas de disparition. Trop propre, trop calme, si parfait qu'il était devenu clair. Ici était impliqué quelqu'un qui connaissait bien le territoire et ne laissait pas de traces. Précisément, cette absence de preuves a forcé la police à prononcer pour la première fois le mot que tous avaient soigneusement évité jusqu'à présent. Crime. Mais qui aurait pu le commettre? Et pourquoi les traces de la disparition s'étaient dissoutes comme dans l'air? C'était une nouvelle énigme qu'il fallait maintenant résoudre. Quand les enquêtes arrivent dans une impasse, les policiers agissent toujours selon le même scénario. Ils vérifient le cercle le plus proche. C'est plus simple, plus logique. Et les statistiques disent exactement cela. Le plus souvent, les coupables se trouvent parmi les proches. Le premier sur la liste était le père d'Émile, Jacob Jensen. À première vue, un choix étrange. L'homme ne vivait plus avec la famille depuis quelques années, rencontrait son fils le week-end, l'emmenait au football, lui offrait des cadeaux pour son anniversaire et à Noël. Mais la police avait ses raisons de porter son attention précisément sur Jacob. 3 mois auparavant, il y avait eu un conflit entre lui et la mère d'Émile concernant la garde. La raison était banale mais douloureuse. Le père voulait voir son fils plus souvent et la mère pensait qu'il participait déjà suffisamment à la vie du garçon. Jacob s'était même adressé à des avocats et avait essayé de régler officiellement la garde partagée, mais la mère était strictement contre.
Les disputes devenaient plus fortes. La tension entre les anciens époux grandissait et cette situation intéressait naturellement les enquêteurs immédiatement. Peut-être que la querelle dans les relations des parents était-elle liée d'une manière ou d'une autre à la disparition d'Émile. Les policiers ont convoqué Jacob pour interrogatoire. Il était surpris, même offensé par les soupçons, mais est venu immédiatement, car il comprenait qu'un refus ne ferait que soulever encore plus de questions. Dans la salle d'interrogatoire, où régnait habituellement une atmosphère tendue, Jacob tapotait nerveusement la table avec ses doigts, regardait l'horloge et soupirait lourdement. « Où étiez-vous le soir du 14 octobre, approximativement de 17h à 20h » La question posée directement sonnait comme d'habitude sèche et officielle. « J'étais dans la ville voisine, à Skive. Là-bas vit ma nouvelle amie. Nous nous sommes rencontrés après son travail. Puis nous sommes allés dans un café. Nous y sommes restés jusqu'à tard dans la soirée. L'homme parlait calmement, mais dans sa voix résonnait de la colère. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait le confirmer » Jacob fronça les sourcils, mais hocha la tête. « Oui, bien sûr. Ma petite amie Anne est le serveur du café. Vous pouvez vérifier d'après la facture. J'ai payé par carte. » Les policiers ont demandé la géolocalisation du téléphone de Jacob et ses transactions bancaires. Ils ont rapidement confirmé qu'il se trouvait effectivement au café de Skive de 17h20 à 19h45. De plus, les interrogatoires du serveur et d'Anne elles-mêmes ont donné des témoignages concordants, absolument clairs. Jacob n'a pas quitté l'établissement tout ce temps et paraissait complètement normal, sans agitation ni nervosité. Il semblait que tout était clair ici, un alibi en béton. Mais les enquêteurs ont vérifié par précaution encore une fois son téléphone et les enregistrements des caméras de surveillance près du café. Tout était clair et transparent. Le père du garçon ne pouvait physiquement pas être à Viborg ce soir-là. Quand on lui a communiqué que les soupçons étaient abandonnés, Jacob a seulement hoché la tête silencieusement, sans montrer aucun soulagement, comme s'il avait su à l'avance que cela se passerait exactement ainsi. Il a quitté le commissariat, est monté dans sa voiture et est parti sans dire un mot. Peut-être était-il simplement abattu qu'on l'ait soupçonné du pire dans un moment si critique. Mais les policiers devaient croire à rejeter la version la plus évidente et commode. Après que le père ait été exclu du cercle des suspects, les enquêtes sont revenues à leur point de départ. Aucune théorie, aucun suspect, aucune trace. Maintenant, les détectives devaient admettre que l'affaire devenait de plus en plus compliquée et qu'il n'y avait pas et n'y aurait pas de réponses simples ici. Pendant que la police vérifiait l'évident, le temps passait inutilement et chaque minute manquée rapprochait l'enquête d'être mise sur la liste des soi-disant cold cases, sans témoins, sans preuves et sans espoir. C'est exactement alors qu'est apparue pour la première fois dans les nouvelles locales la phrase qui a fait sursauter de nombreux habitants de Viborg. Les enquêtes n'excluent pas l'implication de tiers. La ville, habituée à vivre paisiblement et calmement, a soudain réalisé que le danger pouvait maintenant venir de littéralement n'importe quel passant. Le Viborg silencieux, où tout le monde connaissait tout le monde, où la confiance envers les voisins était la norme, était complètement impréparé à un tel scénario. La situation devenait de jour en jour plus tendue. Les gens ont commencé à se regarder avec méfiance. Les parents ont interdit à leurs enfants de jouer dehors après le coucher du soleil, et des serrures supplémentaires sont apparues aux portes et fenêtres des maisons. La police comprenait qu'elle devait urgemment trouver un nouveau fil, une nouvelle approche. Sinon, l'affaire de la disparition d'Emil Jensen risquait de rester à jamais sans réponse. Mais le prochain suspect, comme une nouvelle preuve, n'était tout simplement pas en vue pour l'instant. 9 mois s'étaient écoulés, 9 mois entiers, et l'affaire Emil Jensen restait non résolue. Un chiffre terrible pour toute enquête. C'est exactement le temps qu'il faut habituellement à la police pour admettre son impuissance totale, mettre les dossiers de côté et transférer officiellement l'affaire dans la catégorie « cold case ». Le temps est généralement une chose cruelle. D'abord, il semble qu'on va bientôt trouver quelque chose, s'accrocher à quelque chose. Puis d'une semaine, on passe à 1 mois, d'1 mois à 2,
puis 3. Les habitants de la ville, qui avaient activement aidé la police au début, étaient également fatigués. Les bénévoles se sont progressivement dispersés chez eux, et les tracts avec la photo d'Émile souriant se sont lentement décolorés et ont été lavés par la pluie et la neige. La police, bien sûr, n'a pas abandonné immédiatement. Les enquêteurs ont établi une liste complète de tous les habitants du quartier, des voisins âgés vérifiés aux familles nouvellement arrivées. Ils ont vérifié tous ceux qui étaient ne serait-ce qu'une fois tombés dans le viseur de la police. Une attention particulière a été portée à ceux qui avaient eu des problèmes avec la loi, en particulier en rapport avec des crimes contre les mineurs. Mais cela aussi s'est révélé n'être qu'une routine infructueuse. Personne et rien ne suscitait de soupçons. Détectives, enquêteurs, agents criminels, chaque jour commençait pareil. Ils faisaient du café, ouvraient les mêmes dossiers et regardaient à nouveau les anciens enregistrements. Il semblait qu'ils avaient déjà appris par cœur chaque protocole, chaque témoignage, chaque détail qui aurait pu les rapprocher ne serait-ce qu'un peu de la solution. Mais rien de nouveau n'apparaissait. Les caméras de vidéosurveillance ne s'installaient pas d'elles-mêmes là où elles n'étaient pas avant. Les témoins qui se souvenaient soudain de détails importants ne se manifestaient pas. Et même les appels anonymes, qui dans les premiers jours des affaires de disparition tombent habituellement comme la pluie, avaient depuis longtemps cessé. La ville semblait s'être résignée au fait qu'il n'y aurait plus de réponse à la question « Qu'est-il arrivé à Émile Jensen ?» Dans la presse aussi, c'était devenu silencieux. Les nouvelles rappelaient d'abord chaque semaine la disparition, puis une fois par mois, et finalement ne la mentionnaient plus du tout. Même la mère d'Émile se montrait de plus en plus rarement en public. Évitait les journalistes et les nouvelles questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Le père, Jacob Jensen, est également retourné progressivement à la vie normale, football le dimanche, travail en semaine. Tous deux essayaient de ne pas penser au pire, mais plus le temps passait, plus l'espoir d'un dénouement heureux s'amenuisait. Officiellement, la police a cessé les mesures d'enquête actives exactement 9 mois après le jour où Émile n'était pas rentré à la maison. Cela ne signifiait pas que l'affaire était définitivement fermée. Elle recevait seulement le statut « sans espoir », suspendu en raison du manque de nouvelles preuves et informations. Était écrit sèchement dans le rapport. Le détective qui dirigeait les enquêtes depuis les premiers jours a rangé soigneusement le dossier avec les matériaux de l'affaire sur l'étagère, comme s'il s'était résigné à la défaite. Les collègues disaient qu'il restait longtemps le soir dans son bureau et regardait simplement le mur, comme s'il essayait de se souvenir de quelque chose ou de saisir un détail négligé qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Mais il ne se souvenait de rien. Puis il a éteint la lumière, fermé le bureau et est rentré chez lui. Et bien qu'il sache que les cold cases sont parfois résolus après des années, il ne croyait plus vraiment que cela arriverait avec l'histoire d'Émile Jensen. Il était sûr. S'il y avait eu des traces, elles auraient déjà émergé. Mais ici, c'était trop propre, trop ordonné. Qui que ce soit qui ait fait cela, il connaissait bien son métier. Ainsi, la ville est retournée, pas à pas, à la vie normale, et s'est presque résignée au fait qu'il n'y aurait plus de réponse. Mais le plus terrible était précisément ce silence, car c'est exactement quand personne n'attend rien, quand tout se croise les bras, que se produisent les rebondissements les plus inattendus. Après 9 mois, personne ne savait que quelque part en périphérie de Viborg allait bientôt se produire quelque chose qui ébranlerait toute la ville et forcerait les policiers à rouvrir le dossier depuis longtemps oublié. Il semblait que tout était fini. Mais en réalité, l'histoire ne faisait que commencer. Quand un appel des pompiers concernant un incendie en périphérie de Viborg est arrivé à la police, personne n'a pensé que cela pouvait être lié d'une manière ou d'une autre à l'affaire Émile Jensen. L'agent de service a pris l'appel complètement calmement, noté l'adresse et transmis l'information à l'équipe suivante. Qu'y avait-il d'inhabituel ? La ferme abandonnée Brunborg, qui était vide depuis de nombreuses années, avait soudain pris feu. Il était peu probable qu'il y ait là-bas quelque chose de précieux ou d'important. 16 juillet, 21h40. Le camion de pompiers est arrivé sur les lieux 7 minutes après l'appel. La ferme était isolée
Et quand les pompiers sont arrivés, l'ancienne annexe en bois était déjà presque entièrement brûlée. Les flammes ne se propageaient pas plus loin, mais la fumée se dressait en un mur dense et empêchait toute visibilité. Les sauveteurs ont commencé l'extinction, ont rapidement abattu les flammes restantes, et après seulement une demi-heure, l'incendie était complètement localisé. Les employés des pompiers ont commencé l'inspection standard du territoire et ont cherché d'éventuels foyers de rallumage. La cause n'a pas pu être établie immédiatement. Personne n'était dans les parages. Aucune trace d'incendie criminel non plus. Peut-être que des adolescents s'étaient amusés, ou peut-être n'était-ce qu'un court-circuit dans l'ancien câblage. Personne ne pouvait deviner que c'est exactement ici, dans ce lieu abandonné, que la ville trouverait les réponses aux questions qui l'avaient tourmenté pendant 9 longs mois. Les pompiers ont soigneusement fouillé le territoire autour de l'annexe brûlée, vérifié chaque mètre carré pour s'assurer que le feu ne pourrait plus éclater nulle part. Un des employés, le pompier Martin Hansen, est allé vers la partie arrière de la ferme, là où se trouvait un vieux puits. À première vue, rien de spécial. Une construction ordinaire, depuis longtemps abandonnée, recouverte de planches pourries et remplie de quelques détritus. Mais quelque chose a forcé Martin à s'approcher. Il dira plus tard qu'il ne savait pas pourquoi il était attiré exactement là-bas, il voulait simplement jeter un coup d'œil. Il s'est approché du puits et a soudain remarqué quelque chose. Entre un tas de vieilles planches et de saleté, on pouvait voir un petit objet. Martin s'est accroupi, a écarté les détritus et a vu dans la faible lumière de sa lampe de poche une petite botte d'enfant marron, fortement sale. Immédiatement, une sensation désagréable dans la poitrine l'a envahi, bien qu'il ne puisse pas expliquer exactement pourquoi à ce moment-là. Peut-être se souvenait-il inconsciemment de ses tracts avec le garçon souriant qui avait été accroché à chaque coin de la ville il y a 9 mois. Martin n'a pas touché la botte. Il a seulement appelé un collègue pour qu'il jette également un coup d'œil et confirme la découverte. Bientôt, des policiers sont arrivés, ont rapidement bouclé le territoire et ont commencé à examiner méthodiquement chaque centimètre autour du puits. Eux aussi comprenaient. Une botte n'était plus seulement un hasard. C'était le premier véritable indice depuis longtemps. La pièce manquante du puzzle. Le pompier Martin Hansen se tenait à côté et observait le travail des policiers. Il ne disait pas un mot, observait seulement ce qui se passait, comme s'il ressentait tout le poids du moment. Quand on lui a demandé ce qu'il pensait à ce moment-là, il a seulement répondu brièvement. Je pensais que maintenant tout allait probablement devenir clair. Tout ce qui était caché finit tôt ou tard par remonter à la surface. Les policiers, après avoir soigneusement examiné la botte, ont confirmé la terrible supposition. C'était exactement la chaussure dans laquelle Emil Jensen avait disparu il y a 9 mois. La même paire que sa mère avait achetée seulement quelques semaines avant la disparition. Maintenant, personne ne parlait plus de hasard. Ce qui semblait être un événement complètement dénué de sens, un incendie dans une vieille ferme, s'est soudain transformé en le premier véritable fil depuis de longs mois, auquel la police voulait maintenant s'accrocher fermement et avec détermination. Quand les véhicules de la police technique et des détectives sont arrivés à la ferme, tous comprenaient déjà que dans les profondeurs du vieux puits abandonné se trouvaient très probablement les réponses aux questions qui ne laissaient pas dormir tranquillement toute une ville. Personne ne voulait prononcer à haute voix les terribles suppositions, mais même sans mots, il était clair que les enquêtes entraient maintenant dans une phase complètement nouvelle. Les policiers savaient, ils se tenaient à maintenant au seuil d'une terrible découverte. Et cette découverte changerait à jamais la vie du Viborg calme et paisible. Une botte d'enfant ordinaire, toute petite, usée, et couverte de saleté. Que pouvait changer une découverte si insignifiante? Mais c'est exactement elle qui a bouleversé toute l'affaire de la disparition d'Emil Jensen. La police est arrivée rapidement. Tout était très sérieux. Ruban de délimitation, véhicule de la police technique, détectives en civil. Les voisins ont d'abord pensé que c'était la suite de l'histoire d'incendie, qu'on cherchait les incendiaires.
Personne ne pouvait imaginer combien tout était en réalité plus profond et plus terrible. La botte a été envoyée au laboratoire et quelques heures plus tard, elle a été montrée à la mère d'Émile, Ingrid. Il est difficile de décrire ce qui se passait à ce moment dans son âme, mais son visage disait tout sans mots. Elle a immédiatement reconnu la chaussure de son fils. Et ce regard, un mélange d'épouvante, de douleur et en même temps d'une sorte de soulagement douloureux que l'incertitude soit finie, était pire que tous les mots. Viborg était à nouveau au centre de l'attention de tout le Danemark. Il semblait que les gens se réveillaient d'un long sommeil dans lequel la ville avait sombré pendant 9 mois. La police a commencé à agir rapidement. Maintenant, tout l'accent était mis sur ce puits près duquel la botte avait été trouvée. Jusqu'à ce moment, le puits avait l'air inoffensif, simplement un endroit ancien, abandonné, oublié et inutilisé par tous. Mais maintenant, les regards de tous les enquêteurs étaient dirigés vers lui. D'abord, les planches ont été soigneusement enlevées et les détritus évacués. Sous les rayons de projecteurs puissants, les techniciens criminalistiques ont commencé lentement et prudemment à examiner le puits. D'abord, ils n'ont rien trouvé, seulement de la boue, des pierres et des branches. Mais à environ 2 mètres de profondeur, un des employés a crié « Il y a quelque chose ici !» Tous se sont immédiatement figés. Au fond du puits, entre la boue et les feuilles pourries, gisait ce que personne ne voulait trouver. De petits restes humains, recouverts de morceaux de briques et de détritus. D'abord, les enquêteurs ont même gardé le silence, car c'est une chose de chercher un disparu, et c'en est une tout autre de trouver cela. Il est immédiatement devenu clair que ce qui se passait ici n'était plus une recherche. C'était une scène de crime. Les restes ont été soigneusement récupérés, et les techniciens criminalistiques ont immédiatement commencé l'identification. Mais personne ne doutait plus. C'était Émile qui avait été trouvé. Le pendentif avec les initiales EJ, qu'il portait toujours autour du cou, n'a pas été trouvé, ce qui était étrange. Mais à ce moment, cela semblait être un détail. Le lendemain, la police a officiellement annoncé que l'affaire de disparition était transformée en enquête pour meurtre. Et cela a immédiatement changé tout le cours des événements. La question « Où est Émile ?» a été remplacée par « Qui a fait cela ?» Et à cela, il n'y avait pour l'instant aucune réponse. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la ville. Les gens ont à nouveau ressenti la peur, mais cette fois, encore plus aiguë. C'est une chose qu'une disparition, qui pourrait être un accident, et c'en est une tout autre de réaliser que quelque part dans les environs vit une personne capable de cela. Maintenant, les soupçons tombaient sur tous sans exception, et la police travaillait 24 heures sur 24. À l'école d'Émile, une journée de deuil a été déclarée. Élèves et enseignants ont apporté des fleurs et des bougies à la maison de sa mère et ont exprimé leur tristesse et leur soutien. Le soir, presque toute la rue s'est rassemblée devant la maison et les gens sont restés longtemps silencieux en regardant les photos du garçon souriant. Ingrid se tenait avec ses dernières forces, mais dans ses yeux, on pouvait voir qu'elle venait exactement maintenant de comprendre la plus terrible vérité. Son fils n'était plus là. En même temps, la police a commencé la phase la plus difficile des enquêtes. Si auparavant ils cherchaient Émile, maintenant ils chassaient un meurtrier. Les détectives ont repris toute l'affaire depuis le début et ont essayé de comprendre comment il se faisait qu'ils n'avaient rien remarqué auparavant. Pourquoi le puits de la ferme n'avait-il pas été vérifié plus tôt? Qui pouvait connaître son existence? Et surtout, qui exactement pouvait se trouver à l'endroit où Émile avait disparu? C'est alors qu'est née la première théorie sérieuse. L'auteur était du coin. Quelqu'un qui connaissait bien la ville, qui s'orientait parfaitement dans la ferme abandonnée, qui pouvait effacer les traces si soigneusement que la police n'avait rien découvert pendant 9 mois. Tout pointait vers une pensée. Ce n'était pas un auteur occasionnel, c'était quelqu'un qu'on connaissait et à qui on faisait confiance. Cette pensée a ébranlé la ville.
Les gens ont commencé à se regarder attentivement les uns les autres et à se poser chaque jour la question « Pourrait-ce être lui ?» Maintenant, tous étaient un suspect. Voisins, amis, connaissances. Il semblait que le monde s'était effondré et que la confiance qui avait toujours été la norme dans la petite ville tranquille de Vyborg avait maintenant complètement disparu. Mais pendant que la police cherchait la réponse à la question « Qui ?» un petit détail passait inaperçu. Ce pendentif qui avait disparu du cou du garçon devait apparaître un peu plus tard et devenir exactement le fil qui mènerait les détectives directement à l'auteur. Mais jusqu'à ce moment, il restait encore quelques étapes, difficiles et douloureuses, mais déjà inévitables. Quand la police a reçu l'expertise des spécialistes, il semblait que l'image allait enfin se clarifier. Il y avait l'espoir qu'au moins quelque chose deviendrait compréhensible, que le puzzle serait enfin assemblé. Mais au lieu d'une réponse, ils en ont reçu deux. Une claire et nette, l'autre aussi trouble et indéterminée que toute l'enquête précédente. La première question a été rapidement clarifiée. Les experts ont confirmé l'identité des restes trouvés. La carte dentaire correspondait complètement à celle d'Emil Jensen. C'était le même garçon qui avait été cherché si longtemps. Et bien que le cœur de tous se serre de tristesse, il y avait aussi une certitude. Le garçon disparu était trouvé. C'était maintenant un fait indiscutable. La cause de la mort a été nommée immédiatement et sans aucun doute. Un traumatisme crânien contondant dans la région temporale, un seul coup fort qui a été mortel. Les médecins légistes étaient sûrs que c'était exactement cela qui était la cause de la mort d'Emile. Apparemment, le coup a été porté avec un objet de poids moyen, peut-être une pierre ou un autre objet contondant. La mort est survenue instantanément. La date de la mort a également été établie sans équivoque, ce soir du 14 octobre, quand Emile n'était pas rentré de l'aire de jeu à la maison. Il semblait que tout était clair. Il ne restait plus qu'à découvrir qui avait porté ce coup mortel. Pour cela, la police plaçait de grands espoirs dans l'analyse ADN. Tous pensaient que c'était exactement cela qui serait décisif et que l'auteur avait exactement à ce stade fait une erreur et laissé des traces qu'on pourrait trouver. Les experts ont soigneusement vérifié tout ce qu'ils pouvaient. Les vêtements du garçon, la botte, la terre autour du puits, chaque centimètre des restes. Des centaines d'échantillons ont été envoyés au laboratoire et tous attendaient le résultat. Mais quand le rapport est finalement arrivé entre les mains des détectives, personne n'arrivait à croire ses yeux. Sur le papier était écrit sèchement et brièvement « Matériel génétique étranger non détecté ». Les policiers lisaient cette ligne encore et encore, comme s'ils espéraient qu'il y avait une incompréhension, une erreur, une panne du système. Mais il n'y avait pas d'erreur. Les experts l'avaient vérifié 2 fois, 3 fois. Tout était correct. Aucune empreinte digitale étrangère, aucun cheveu ou particule de peau, rien qui aurait pu indiquer l'auteur. Et ici est revenue cette incertitude oppressante avec laquelle les enquêteurs avaient déjà été confrontés plusieurs fois. Ils regardaient une preuve qui aurait dû donner des réponses, mais qui au lieu de cela ne faisait que compliquer davantage la tâche. Comment était-ce seulement possible faire cela et ne laisser aucune trace? La ville a de nouveau sombré dans l'inquiétude. Il semblait qu'un fantôme s'était installé à Vyborg, quelqu'un qui pouvait faire quelque chose de terrible et rester complètement inaperçu. Les voisins ont commencé à se regarder encore plus attentivement. Il y a eu beaucoup de rumeurs. On parlait de gens de passage, de fous occasionnels, de quelqu'un qui avait tout mis en scène intentionnellement pour que la police ne trouve rien. Les détectives eux-mêmes ne pouvaient pas comprendre comment procéder maintenant. Toutes les théories précédentes commençaient à s'effondrer une après l'autre. La version d'un local semblait de moins en moins probable, car il aurait sûrement laissé quelques traces. La version d'un crime occasionnel paraissait également faible, car un auteur occasionnel n'aurait pas pu cacher si soigneusement les traces. Les enquêtes sont de nouveau arrivées dans une impasse, bien que tous comprennent qu'un recul n'était pas une option.
Maintenant, l'affaire n'était pas seulement la souffrance personnelle de la famille Jensen, mais aussi une grande épreuve pour toute la ville. Les habitants exigeaient une réponse, et la police ne pouvait pas la donner. L'expertise, au lieu d'aider, n'a fait qu'embrouiller davantage les chevaux d'énigmes, et il semblait que les enquêteurs n'avaient tout simplement plus de nouveaux faits auxquels s'accrocher. Viborg a recommencé à vivre dans la tension et attendait le prochain rebondissement. Les gens ont commencé à dire que maintenant seul le hasard pourrait élucider ce crime parce que la police avait déjà tout essayé et tous les efforts étaient inutiles. Dans les cafés, les magasins et dans les rues, les conversations tournaient autour d'une chose. Tous discutaient du mystérieux auteur que personne n'arrivait à attraper. Le temps passait, mais la peur ne disparaissait pas. Et puis, quand il semblait déjà qu'il n'y aurait plus de réponse, que ce labyrinthe avait définitivement mené les enquêtes dans une impasse, un nouveau détail est apparu, petit, à peine perceptible, qui au début semblait complètement sans importance. Ce petit détail que tous avaient oublié, le pendentif avec les initiales EJ, qui avait disparu du cou du garçon et soudain réapparu dans un endroit complètement inattendu. C'est exactement lui, le petit pendentif doré, qui allait bientôt changer tout ce qui semblait déjà inébranlable. Mais pendant que la police ne savait encore rien de l'existence de cette nouvelle pièce à conviction, elle continuait d'errer dans le labyrinthe sans voir d'issue. L'expertise n'avait pas donné ce qui était si attendu, le nom ou le visage de l'auteur. Elle n'avait fait qu'ajouter une énigme de plus à l'affaire déjà embrouillée. Et maintenant, personne ne savait où le prochain indice mènerait et combien de temps il faudrait encore attendre la vérité. Après l'expertise, la police est revenue au point de départ. Aucun indice clair, aucun suspect unique. Et alors, l'attention des enquêteurs s'est dirigée vers ce lieu qui était devenu le point clé, la ferme Brundborg. Il semblait que puisque les restes y avaient été trouvés, quelqu'un devait connaître exactement cet endroit. Et la police a commencé à creuser exactement dans cette direction. La première chose que les détectives ont faite était de parler avec les habitants du coin. L'endroit s'est révélé étonnamment connu, bien qu'il soit abandonné depuis longtemps. Brundborg, personne n'y va depuis 10 ans déjà. Tout est envahi, délabré. C'est dangereux là-bas maintenant. Mais parfois, des adolescents traînent là-bas. Cette désolation semble leur plaire, a dit une des habitantes d'une rue voisine. Et cela a immédiatement rendu les enquêteurs méfiants. Des adolescents qui aiment les endroits abandonnés, c'était un rebondissement complètement nouveau. Les détectives ont commencé à interroger systématiquement tous ceux qui habitent dans les environs et à rétrécir progressivement le cercle. D'abord, ils ont parlé avec les personnes âgées, puis avec les parents d'écoliers, et finalement, ils sont arrivés aux adolescents eux-mêmes. Et l'image a commencé à se clarifier. Il s'est avéré que les lycéens de l'école locale utilisaient régulièrement la ferme pour des rencontres du soir. Ils y parlaient simplement, fumaient parfois, buvaient parfois de l'alcool. Rien de sérieux, semblait-il. Mais maintenant, cet endroit n'était plus perçu seulement comme des bêtises d'adolescents. Les enquêteurs sont retournés à l'école, la même école où Émile avait étudié. Mais cette fois, ils n'ont pas parlé avec les enseignants de 2e année, mais avec les pédagogues du lycée. Au début, tout était normal. Des enfants normaux, parfois bruyants, parfois ils se disputent, mais nous n'avons rien remarqué de sérieux. Jusqu'à ce qu'un des enseignants ajoute pensivement « Bien qu'il y ait eu un groupe de garçons, comme ça, vous savez, toujours entre eux, ils reçoivent souvent des réprimandes. Il y a des conflits. Ils séchaient parfois les cours, traînaient quelque part en périphérie de la ville. Mais dire exactement où, c'est difficile. » Cela a intéressé les enquêteurs et ils ont demandé les noms. L'enseignant a donné à contre-cœur quelques noms: Anders Sørensen, Christopher Nielsen, Thomas Hansen, Marcus Olsen. Tous à peu près du même âge, 15 à 16 ans. Ils n'étudiaient pas très bien, posaient souvent des problèmes aux enseignants, mais il n'y avait pas de conflit sérieux avec la loi. Simplement des adolescents difficiles, comme il y en a dans chaque ville.
Les policiers ont décidé de leur parler personnellement. Lors du premier interrogatoire, les garçons se sont comportés de manière provocante et calme. Ils ont répondu brièvement et à contre-cœur et ont nié être allés à la ferme Brunborg. Mais dans leurs yeux, on pouvait clairement lire qu'ils ne disaient pas toute la vérité. Particulièrement notable était Anders Sorensen. Le garçon était visiblement plus nerveux que les autres, évitait le contact visuel, s'embrouillait parfois dans les contradictions. Mais cela pouvait signifier n'importe quoi. Peur de la police, insécurité adolescente normale ou quelque chose de bien plus sérieux. Quand les policiers ont demandé s'ils connaissaient Emil Jensen, tous les garçons ont répondu en chœur « non ». Ils ont dit qu'ils ne l'avaient vu que sur les affiches qui étaient accrochées en ville. Mais là aussi, quelque chose ne collait pas. Les enquêteurs le sentaient à un niveau intuitif, bien qu'il n'y ait pour l'instant aucune preuve directe. Aucun des adolescents n'avait de conflits officiels avec des élèves plus jeunes. Simplement des garçons qui organisaient pas parfois des fêtes bruyantes là où il n'y avait pas d'yeux d'adultes. Néanmoins, l'enquête a décidé de ne pas perdre ce groupe de vue pour l'instant. Les garçons ne sont pas devenus officiellement suspects, mais leurs noms ont été notés pour la première fois dans l'affaire d'Emile comme personnes d'intérêt opérationnel. Le cercle de recherche s'était à nouveau rétréci, mais maintenant il était clair qu'il fallait chercher parmi les siens, parmi des élèves ordinaires, peut-être même des enfants du voisinage. Quand les habitants de Viborg l'ont appris, ils se sont sentis encore plus mal. La seule pensée que l'auteur puisse être un des adolescents qui vivent à côté, qui vont à l'école avec leurs propres enfants, semblait insupportable. Les gens ont commencé à chuchoter, les parents appelaient nerveusement l'école et s'informaient de qui était ami avec ces garçons. Dans la ville régnait à nouveau une atmosphère de peur et de méfiance, et il semblait que cela ne finirait jamais. La police comprenait maintenant. Il ne suffisait pas d'interroger simplement ces garçons. Il fallait trouver quelque chose de concret, une preuve quelconque ou un témoignage pour avancer. Les détectives ont décidé de s'intéresser plus profondément aux personnalités des adolescents, de vérifier leurs téléphones et réseaux sociaux, de parler avec des amis et des parents. Mais pour cela, il fallait du temps, et la ville attendait des réponses immédiatement. Alors, personne ne savait encore que c'était exactement ces 4 garçons qui allaient bientôt devenir les personnages principaux de toute l'histoire. Pour l'instant, ce n'étaient que des noms sur une liste qui avaient éveillé l'intérêt des enquêteurs. Mais c'est exactement cet intérêt qui allait bientôt changer absolument tout ce que les gens savaient sur la disparition et la mort d'Emil Jensen. Parfois, il semble que les réponses aient toujours été en surface, mais que quelqu'un les ait intentionnellement cachées sous des tas de papiers et de mots étrangers. Les enquêteurs ont décidé de retourner aux origines, là où personne n'avait cherché auparavant, au dossier scolaire, et il s'est avéré que c'était exactement là que se trouvait le fil qui reliait Emile au groupe d'adolescents qui était récemment apparu dans l'affaire. Parmi les nombreux documents que personne n'avait vraiment vérifiés auparavant, les enquêteurs ont trouvé plusieurs plaintes que la mère d'Emile avait déposées 6 mois avant sa disparition. Dans ces plaintes, elle parlait ouvertement du fait que son fils était systématiquement harcelé par des élèves plus âgés. Au début, personne n'y avait accordé une grande importance. Cela semblait être des conflits d'enfants ordinaires. Mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, ces papiers avaient de l'air complètement différent. Alors les enquêteurs sont retournés à l'école, et cette fois, ils n'ont pas seulement parlé avec les enseignants, mais aussi avec les élèves des classes inférieures. D'abord, les enfants se taisaient, intimidés par le simple fait de parler à la police, mais progressivement, ils ont commencé à raconter. Et alors est sorti au grand jour ce que les adultes n'avaient pas remarqué auparavant ou ne voulaient pas remarquer. Oui, ils prenaient souvent le ballon à Émile pendant les récréations, a raconté un des élèves, un peu gêné et les yeux baissés. Un autre garçon a ajouté « Il se moquait constamment de lui, surtout Anders. Il disait toujours quelque chose sur Émile et tout le monde riait. Personne ne pouvait lui répondre parce qu'il était beaucoup plus âgé et plus fort. Et il y avait beaucoup d'histoires comme ça.
Émile s'était tu longtemps et avait essayé de ne pas montrer à sa mère comme c'était difficile pour lui. Mais un jour, il n'a plus tenu, l'a raconté à la maison, d'où sont nées ses plaintes. L'administration scolaire a alors eu une conversation avec les adolescents, mais tout s'est limité à de simples promesses de ne plus recommencer. Personne n'a creusé plus profond. Personne n'a vérifié comment allait Émile 1 ou 2 mois plus tard. Et c'était une erreur. Maintenant que ces témoignages étaient sur la table des enquêteurs, tout s'assemblait en une grande image troublante. Il s'est avéré que le groupe d'adolescents, Anders Sørensen, Christopher Nielsen, Thomas Hansen et Marcus Olsen, connaissaient Émile depuis longtemps. Et cette connaissance était tout sauf agréable. La police a creusé plus profond et a découvert qu'Anders Sørensen avait déjà une histoire de conflit avec d'autres élèves. Dans son dossier personnel, il y avait des mentions de bagarres, d'impolitesse envers les enseignants, de petits vols. Les parents d'Anders s'étaient appelés à l'école à plusieurs reprises, mais la situation ne changeait pas. Au contraire, elle ne faisait qu'empirer. Aux yeux des enseignants, il paraissait agressif, incontrôlable, et ne semblait craindre aucune conséquence. Chez les 3 autres garçons, les histoires étaient un peu plus douces, mais pas non plus sans problème. Christopher et Thomas étaient souvent impliqués dans des conflits mineurs. Marcus était plutôt un participant silencieux, qui se tenait toujours près d'amis plus forts. Ce groupe soulevait des questions depuis longtemps, mais personne ne pensait que leurs actions pourraient se mener à de si terribles conséquences. Les enquêteurs comprenaient. Maintenant, ils avaient un premier mobile sérieux. Ce n'était pas un hasard, pas un accident. C'était la continuation de cette histoire qui avait commencé beaucoup plus tôt. Une histoire où les forts avaient décidé de jouer avec les faibles. Mais un mobile n'est pas encore une preuve. Tant que la police n'avait pas de preuves directes pour accuser officiellement les adolescents, il ne leur restait rien d'autre. Aucun d'eux n'avouait même approximativement quelque chose qui ressemblait à un crime. Tous les 4 niaient obstinément avoir eu quelque relation que ce soit avec la disparition d'Émile. Ils affirmaient n'avoir jamais parlé avec lui, sauf quelques phrases accidentelles dans le couloir de l'école. Mais les enquêteurs étaient maintenant sûrs. Derrière ce mur de silence et de dénégation se cachait quelque chose. La ville aussi ressentait cette certitude. Les gens ont recommencé à parler d'Anders et de ses amis et ont discuté non seulement de leur comportement, mais aussi de la façon dont ils pouvaient être liés à Émile. Les parents s'inquiétaient davantage et se demandaient « Si ces adolescents peuvent faire cela à un enfant, que feront-ils aux autres ?» L'atmosphère urbaine est redevenue tendue et lourde. Les gens comprenaient. Les enquêtes avaient atteint un niveau complètement nouveau. Si auparavant on soupçonnait des étrangers, des gens de passage, des adultes, maintenant les soupçons tombaient sur les leurs, sur des adolescents que tous connaissaient de vue. Viborg s'est plongé dans une attente douloureuse de la prochaine étape de la police. En même temps, les détectives ont commencé à collecter du matériel supplémentaire sur chacun des garçons. Ils comprenaient qu'une histoire sur le harcèlement ne suffisait pas. Il fallait trouver quelque chose de concret, de solide, d'irréfutable. Mais tant qu'il n'y avait pas de telles preuves, les adolescents restaient seulement des suspects sans accusation directe. Pendant que la police étudiait le passé sombre d'Anders et de sa clique, personne ne savait que bientôt allait apparaître exactement de leur cercle une nouvelle preuve, si inattendue et forte que l'affaire du meurtre d'Emil Jensen se rapprocherait définitivement de son final. Mais jusqu'à ce moment, il restait encore quelques jours tendus et de longues nuits d'attente. La police était absolument sûre d'avoir enfin trouvé la bonne piste. Ils avaient tout, un mobile, un comportement suspect, des témoignages sur le harcèlement d'Emile. Les noms d'Anders Sørensen, Christopher Nielsen, Thomas Hansen et Marcus Olsen étaient déjà souvent tombés lors des réunions matinales des détectives qui discutaient de l'affaire Jensen. Mais quand les enquêteurs ont convoqué les adolescents pour une conversation sérieuse, tout s'est passé complètement différemment de ce qui était attendu. Le problème était que les 4 garçons, malgré leur réputation, semblaient parfaitement préparés. Ils n'étaient pas nerveux,
ne s'embrouillaient pas dans les contradictions, ne se contredisaient pas mutuellement. À première vue, c'était une histoire absolument claire, soigneusement réfléchie. Et cela a surpris les enquêteurs. L'interrogatoire a commencé par Anders Sørensen, le même garçon que tous considéraient comme le leader informel du groupe et l'instigateur de tous les conflits. L'enquêteur posait les questions directement, durement, sans formalités inutiles. « Anders, où étais-tu le soir du 14 octobre, concrètement de 17 à 20 heures ?» Anders regardait droit devant, sans détourner le regard, comme s'il voulait démontrer intentionnellement sa confiance en soi. « Nous étions ensemble avec les garçons au lac Alzeux. Nous étions assis au feu de camp, nous parlions simplement, rien de spécial. » « Qui exactement était avec toi ?»« Thomas, Christopher et Marcus, nous 4. Vous pouvez demander à chacun d'eux. »« Et combien de temps êtes-vous restés là-bas ?»« Sûrement 3 heures. Nous sommes arrivés vers 5 heures et sommes partis quand il faisait déjà noir, vers 8 heures. Et personne n'est parti. Personne n'a quitté le groupe, ne serait-ce que pour quelques minutes. » Anders a souri légèrement, comme s'il avait senti le piège. « Non, nous étions constamment ensemble. De plus, il y avait aussi d'autres gens là-bas. Vous pouvez vérifier chez eux. » L'enquêteur a décidé de faire pression. « Et qu'en est-il de la ferme Brundborg ? Vous y étiez souvent ?» Anders n'a même pas scié. « Bon, parfois nous y étions. Mais pas ce soir-là. Et nous n'y étions pas allés depuis longtemps. » Les interrogatoires des autres garçons étaient comme une copie. Thomas, Christopher et Marcus répétaient presque mot pour mot la version d'Anders. Aucun d'eux ne donnait même le moindre motif de doute. « Oui, au lac Alzeux. Nous étions assis au feu. Nous bavardions. Rien de plus, » répondait Christopher en regardant le détective droit dans les yeux. « Personne n'est parti. »« Nous ne nous sommes pas séparés, » assurait Thomas. Marcus était le plus calme des 4, mais lui aussi confirmait tranquillement les paroles de ses amis. Oui, c'était exactement comme ça. Nous nous sommes juste reposés. Il ne s'est rien passé. Les enquêteurs étaient perplexes. Les témoignages des adolescents coïncidaient si parfaitement qu'il semblait qu'ils les avaient appris par cœur à l'avance. Chacun avait la même chronologie, les mêmes mots, les mêmes détails. Il semblait que c'était une version parfaitement réfléchie des événements, trop parfaite pour être vraie, mais pas si évidente non plus que la police aurait pu les arrêter. La police a mené des vérifications supplémentaires. Des témoins ont confirmé qu'ils avaient vu les adolescents près du lac Alzeux, bien que personne ne puisse dire avec certitude qu'ils les avaient vus là-bas toute la soirée. Dans cette région aussi, il n'y avait pas de caméras de surveillance, et même les téléphones des garçons, comme par défi, n'avaient pas enregistré de géolocalisation précise ce soir-là, car le signal près du lac était faible. Les enquêteurs comprenaient qu'ils ne pouvaient pas les arrêter sans preuve directe. Les laisser partir était douloureux et désagréable, mais il n'y avait pas d'autre issue. Après une journée d'interrogatoire difficile, les adolescents ont été remis en liberté. La police se retrouvait les mains vides. Quand les habitants de Viborg l'ont appris, une vague d'indignation et de déception a traversé la ville. Les gens étaient sûrs que c'était exactement ce quatuor qui était impliqué dans ce qui s'était passé. Mais formellement, la police n'avait rien pour le prouver. Une incertitude douloureuse s'est à nouveau installée. Les enquêteurs étaient dans une impasse. Ils ont vérifié encore une fois chaque détail, mais il n'y avait pas de nouvelles preuves. Les adolescents sont retournés à une vie normale, bien qu'ils soient maintenant regardés différemment en ville. Les gens essayaient de les éviter. Les parents interdisaient à leurs enfants de communiquer avec eux. Les garçons eux-mêmes se comportaient de manière provocante calme, comme s'ils défiaient toute la ville. 9 longs mois supplémentaires se sont écoulés. Au total, 1 an et demi s'était écoulé depuis la disparition d'Emil Jensen. Pour les enquêteurs, c'était une catastrophe. Tant de temps était passé, et ils n'avaient toujours pas réussi à découvrir la vérité. Chaque jour, l'affaire devenait plus désespérée.
La mère d'Émile quittait de plus en plus rarement la maison. Le père aussi essayait d'éviter les conversations étrangères. La ville a commencé à oublier progressivement cette affaire, bien que chez beaucoup soit resté un aiguillon dans l'âme, la douleur que la vérité n'ait jamais été trouvée. Il semblait que l'affaire Emil Jensen resterait à jamais non résolue. À la police, on a commencé à parler de cette affaire au passé, comme d'un échec avec lequel il fallait se résigner. Mais les détectives ne savaient pas encore qu'allait bientôt se produire un événement qui relancerait les enquêtes et détruirait définitivement l'alibi de fer des adolescents. Cette preuve qui allait bientôt remonter à la surface serait si inattendue et convaincante que toute leur assurance et leur cohérence s'effondreraient instantanément. Mais jusqu'à ce moment, il restait encore de longues semaines d'attente pendant lesquelles l'affaire semblait absolument désespérée et les coupables à jamais impunis. Quand plus personne ne croyait que l'affaire Emil Jensen serait jamais élucidée, le destin est de nouveau intervenu dans les enquêtes de la manière la plus inattendue. Un appel à première vue routinier est arrivé à la police depuis la ville voisine de Skive. Le propriétaire d'une petite maison de Près-sur-Gage signalait une découverte étrange qui a complètement bouleversé tout ce qui semblait évident jusqu'alors. Nous avons ici un pendentif doré avec les initiales EJ, a dit calmement le propriétaire de la maison de Près-sur-Gage. Je veux dire, j'ai vu quelque chose de similaire dans un avis de recherche il y a 1 an et demi. Vous en avez encore besoin? Les enquêteurs ont immédiatement tendu l'oreille. C'était exactement ce pendentif avec les initiales EJ qui avait disparu du cou d'Emil Jensen le jour de sa disparition, et il n'avait pas été trouvé jusqu'à aujourd'hui. Tous avaient depuis longtemps oublié ce détail et pensaient que l'auteur avait soit jeté le pendentif, soit l'avait caché de façon à ce qu'il ne soit jamais trouvé. Mais le voilà, sur le comptoir de la maison de Près-sur-Gage, comme une moquerie envers les criminels qui pensaient s'en être tirés. Les détectives se sont immédiatement rendus à Skive. Le pendentif a été immédiatement confisqué, vérifié et son authenticité confirmée. Exactement le même pendentif que la grand-mère avait offert à Émile et qui était devenu le symbole de toute la tragédie. Mais ce n'était que la moitié du travail. Maintenant, il fallait découvrir qui l'avait apporté à la maison de Près-sur-Gage. Heureusement, le propriétaire du magasin était un homme ponctuel. Il a fourni à la police sans question les enregistrements des caméras de surveillance et une copie des documents qui avaient été présentés lors de la remise du bijou. Sur l'enregistrement, on voyait clairement un jeune homme d'environ 16 ans qui tendait le pendentif avec assurance et calme par-dessus le comptoir. Les détectives ont rapidement vérifié l'identité d'après les documents. C'était Casper Larsen, un lycéen de la même école de Viborg. Le nom ne disait d'abord rien aux détectives. Il semblait que c'était encore un adolescent, peut-être une personne occasionnelle qui aurait pu trouver le pendentif quelque part dans la rue. Mais quand les enquêteurs se sont rendus à l'école et ont parlé avec le directeur, le puzzle a commencé à s'assembler avec une clarté effrayante. Oui, Casper Larsen est notre élève, a confirmé le directeur. Un garçon tout à fait gentil, sans problème particulier. Mais vous savez, il fréquente assez étroitement Anders Sørensen et sa clique. Je dirais qu'il est leur copain, bien qu'ils n'appartiennent pas à leur cercle le plus proche. Les enquêteurs se sont regardés. Le nom Anders Sørensen a sonné comme un coup de tonnerre. Tout ce que la police avait cherché si longtemps était maintenant entre leurs mains. Un lien irréfutable entre l'objet volé d'Émile et le cercle d'adolescents suspects. Casper a été immédiatement convoqué au commissariat. Le garçon était visiblement nerveux, mais ne niait pas l'évident. Il a raconté à la police qu'Anders lui avait donné le pendentif et lui avait demandé de le vendre dans la ville voisine pour une partie du gain. Casper assurait qu'il n'avait aucune idée de qui appartenait le bijou et n'avait même pas soupçonné qu'il pouvait être lié à la disparition d'Emil Jensen. « Je ne savais vraiment pas », répétait-il sans cesse, presque en larmes. Anders a dit que c'était juste un vieil héritage familial qui devait être vendu loin de Viborg. Casper coopérait complètement et sincèrement. Et la police avait maintenant enfin ce qu'on peut appeler une preuve tangible, la preuve qu'Anders était lié à la disparition du pendentif qui appartenait au garçon mort. L'affaire est redevenue active et les enquêteurs ont ressenti un nouvel élan de confiance. Bientôt,
la nouvelle de la découverte du pendentif s'est répandue dans la ville et les habitants de Viborg ont retenu leur souffle en attendant la prochaine étape de la police. Anders Sørensen et ses amis, qui jusqu'à ce jour semblaient intouchables, étaient de nouveau au centre de l'attention. Cette fois, ils ne s'en tireraient pas simplement, ne s'en sortiraient pas avec un alibi inébranlable et un ton calme. La ville savait que la police irait maintenant jusqu'au bout. Cette preuve n'était pas seulement un hasard, c'était un tournant qui sortait l'affaire de l'impasse. Les enquêteurs avaient reçu ce qu'ils attendaient depuis si longtemps, un lien direct, irréfutable entre le crime et les suspects. Maintenant, ils devaient continuer et prouver non seulement le lien, mais aussi la culpabilité. Et bien que tous comprennent qu'il restait encore beaucoup de travail, la police avait maintenant un indice clair et une personne concrète à laquelle s'accrocher, Anders Sørensen. L'affaire Emil Jensen était de nouveau en jeu et la ville ne doutait plus. Très bientôt, elle serait complètement élucidée. Quand la police a convoqué Casper Larsen pour un nouvel interrogatoire, il ne réalisait pas au début à quel point toute l'histoire avec le pendentif était sérieuse. Il lui semblait que ce n'était qu'un malentendu, et dès qu'il aurait expliqué ce qui s'était passé, tout se clarifierait immédiatement. Casper a commencé à raconter calmement et sans contrainte. Anders est venu me voir il y a quelques semaines. Il était complètement normal, nous bavardons parfois, mais pas très étroitement. Il m'a montré le pendentif et a dit que c'était juste un vieil héritage familial. Il a dit qu'il fallait le remettre dans une maison de prêt sur gage et qu'à Viborg ce n'était pas une bonne idée. Trop de questions. Il a promis de partager l'argent avec moi. J'ai accepté sans rien soupçonner. Je ne savais vraiment pas d'où venait cette chose. L'enquêteur écoutait attentivement et notait chaque mot. Casper continuait à raconter des détails qui lui semblaient insignifiants, mais qui étaient d'une valeur inestimable pour la police. Il a nommé la date, l'heure, et même les conversations qui avaient eu lieu entre lui et Anders. Casper était visiblement nerveux, mais pas par culpabilité, mais parce qu'il était tombé dans une telle histoire. « Vous ne saviez vraiment pas de qui était ce pendentif ?» a demandé l'enquêteur encore une fois. « Absolument pas », a répondu Casper avec assurance. « Si je l'avais su, je n'aurais jamais fait cela. » La police s'est rapidement convaincue de la véracité de ses paroles. Les correspondances téléphoniques confirmaient chaque mot de Casper. Il coopérait complètement et ne cachait rien. Et bien qu'il ne soit pas suspect, il est devenu pour l'enquête exactement ce maillon faible qui a aidé à arriver au véritable auteur. Quelques heures après la conversation avec Casper, les policiers ont arrêté Anders Sørensen. Anders a d'abord gardé un calme froid et répété avec assurance qu'il ne savait rien. Mais quand on lui a dit que Casper avait déjà témoigné et confirmé qui lui avait remis le pendentif, Anders s'est tu. La confrontation a été le moment décisif. Quand Anders a vu Casper, son assurance a commencé à s'effondrer sous ses yeux. Casper a répété ses paroles et a regardé Anders droit dans les yeux, qui est devenu visiblement nerveux, a détourné le regard et a perdu contenance. La police a posé le pendentif devant eux, le petit pendentif doré avec les initiales EJ, qui semblait parler pour lui-même. Anders n'a pas tenu. Il s'est détourné et a baissé la tête, comme s'il comprenait que maintenant tout était fini. C'était juste une pierre. Je l'ai seulement jetée pour rire. Je ne voulais pas, a-t-il commencé à bégayer sans regarder personne. C'était un accident. J'ai seulement jeté une pierre, et il est tombé. Et puis nous avons tous eu peur. Les policiers écoutaient attentivement. Chaque mot était consigné au procès-verbal. Pour la première fois, Anders disait la vérité, même si elle était terrible, même si on ne pouvait plus rien changer. « Qui était avec toi ?» a demandé sévèrement l'enquêteur. Anders a levé la tête et après une courte pause a commencé à énumérer les noms de ses amis. Christopher Nielsen, Thomas Hansen et Marcus Olsen. Nous étions ensemble là-bas. Ils ont tout vu. Ils ont aidé à cacher le corps. Les derniers mots, il les a prononcés à peine audiblement
comme s'il ne comprenait que maintenant toute l'horreur de ce qui s'était passé. Maintenant, la police avait assez. Anders avouait officiellement sa culpabilité et nommait tous les complices. L'histoire qui n'avait pas pu être déchiffrée pendant presque 2 ans prenait soudain des formes très concrètes en une seule journée. La ville a de nouveau tremblé de la nouvelle, mais cette fois, ce n'était pas la peur de l'inconnu, mais un soulagement amer que la vérité soit enfin sortie au grand jour. Les habitants de Viborg savaient maintenant exactement qui et comment avait commis ce crime terrible. Il ne restait plus qu'à confirmer définitivement les aveux d'Anders et à arrêter tous les autres. L'enquête entrait dans sa dernière phase, et il y avait encore beaucoup de détails à clarifier. Mais maintenant, personne ne doutait plus qu'il y aurait bientôt une clarté complète. Je voulais seulement lui faire peur, honnêtement. C'était une blague stupide. Je n'ai même pas vraiment visé. J'ai seulement jeté une pierre dans sa direction. C'est exactement par ces mots qu'a commencé les aveux d'Anders Sørensen qui ont complètement changé la compréhension de ce qui s'était passé le soir du 14 octobre. La police ne se demandait plus qui. Elle se demandait comment. Et les réponses qu'Anders se donnait étaient amères et terribles dans leur simplicité. Nous traînions près de la ferme. Nous nous ennuyions seulement. Là, nous avons vu Émile marcher seul sur le chemin. Je voulais faire une blague. J'ai seulement jeté une pierre dans sa direction. Je ne pensais vraiment pas que je toucherais. Mais soudain, il est tombé. Est simplement tombé et ne s'est plus relevé. Anders s'est tu. Il lui était visiblement difficile de parler, mais les enquêteurs insistaient. Que s'est-il passé ensuite ? Continue de raconter. Anders a soupiré et a continué doucement. Nous sommes allés vers lui. Il ne respirait pas. J'avais terriblement peur. Les garçons aussi. Personne ne savait quoi faire. Nous sommes restés là seulement et l'avons regardé pendant quelques minutes. Puis Thomas a dit que si on nous trouve, nous sommes finis. Et nous avons décidé de le cacher. L'enquêteur n'écoutait qu'avec difficulté, car le récit était terrifiant précisément dans sa banalité et sa simplicité. Nous l'avons soulevé et porté. Il n'était pas lourd. Nous l'avons simplement porté, ne savions pas où. Puis quelqu'un s'est souvenu du puits. Il était abandonné. Personne n'y allait. Nous l'avons traîné jusqu'à la ferme, l'avons fait descendre, l'avons recouvert de planches et de détritus. Puis nous sommes partis. Personne n'a rien dit. Nous avons convenu de nous taire, pour toujours. Le silence régnait dans la pièce. Il semblait que l'air lui-même était devenu plus lourd des mots qui venaient d'être prononcés. Maintenant, toute l'image du crime était reconstituée dans les moindres détails. Ce n'était pas un meurtre planifié et cruel. C'était un accident, une blague stupide d'adolescent qui s'était terminée en tragédie. Anders regardait vers le bas, ne levait pas les yeux, comme s'il essayait de comprendre ce qu'il venait de raconter. Dans ses paroles résonnait un repentir sincère, mais rien ne pouvait plus être changé. Pour la police, il ne restait plus qu'à confirmer formellement chaque mot d'Anders et à interroger les autres participants. Mais dans l'ensemble, l'image était claire. Les adolescents, par peur pour leur propre avenir, avaient dissimulé un terrible accident et en avaient en fait un crime. Leur tentative d'échapper à la responsabilité avait mené à une immense douleur et souffrance pour toute une ville. Maintenant, les détectives devaient encore découvrir beaucoup vérifier, mais la question principale était clarifiée. Les auteurs étaient trouvés, l'histoire reconstituée, et bien qu'il reste encore un procès et la détermination de la responsabilité de chacun, la police avait déjà toutes les réponses aux questions qui avaient dû tourmenter Viborg pendant presque 2 ans. La ville pouvait à nouveau respirer, même avec l'amertume de la prise de conscience de ce qui s'était passé. Mais au moins, l'incertitude était finie. Maintenant, il était clair comment exactement s'était terminée la vie d'Emil Jensen et pourquoi tout s'était passé comme cela s'était passé.
Le tribunal reconnaît Anders Sørensen coupable d'homicide involontaire et de dissimulation subséquente du cadavre. Christopher Nielsen, Thomas Hansen et Marcus Olsen sont reconnus coupables d'entrave à la justice. Ces mots, prononcés de la voix froide et officielle du juge, étaient le point final d'une histoire qui avait tenu en haleine tout Viborg pendant presque 2 ans. Maintenant, l'enquête avait définitivement cédé la place à la procédure judiciaire, où il n'y avait plus de place pour les émotions. Seulement des faits, des preuves et la lettre de la loi. La salle d'audience était pleine. Journalistes, proches, voisins, simplement des gens compatissants qui étaient venus entendre comment cette affaire se terminerait. Les parents d'Émile étaient assis au premier rang, presque immobiles, regardant devant eux, comme s'ils étaient pétrifiés par ce qui se passait. Anders se tenait devant le juge, la tête baissée, sans essayer de paraître calme et sûr de lui. Les 3 autres garçons étaient également tendus, évitaient les regards des autres, comme si chacun d'eux ne comprenait que maintenant vraiment ce qu'ils avaient fait. Le juge a continué officiellement et sèchement. Anders Sørensen, compte tenu de votre âge au moment des faits et des circonstances de l'affaire, le tribunal vous condamne à 5 ans d'emprisonnement dans un établissement fermé pour mineurs. Puis il a tourné son regard vers les autres accusés et a continué. Christopher Nielsen, Thomas Hansen et Marcus Olsen, le tribunal vous reconnaît coupable d'entrave à la justice et condamne chacun à 2 ans d'emprisonnement avec sursis avec obligation de participer à des programmes de réhabilitation sociale. Un léger murmure s'est élevé dans la salle. Les gens chuchotaient, discutaient si le tribunal avait jugé trop clément ou trop sévèrement. La mère d'Émile regardait les accusés comme si elle attendait encore quelque repentir de leur part, ne serait-ce qu'un mot de regret. Mais les garçons se taisaient et n'osaient même pas lever les yeux dans sa direction. Pour Anders, 5 ans sonnaient comme une éternité. Dans son regard, il n'y avait plus d'insolence ni d'assurance, seulement la peur et le regret. Peut-être ne comprenait-il que maintenant comment une blague stupide et une pierre pouvaient détruire plusieurs vies à la fois. Les 3 autres comprenaient aussi qu'une peine avec sursis n'était pas encore la liberté. Maintenant, ils devaient vivre avec ce stigmate pour le reste de leurs jours. Le juge a frappé avec le marteau. La salle a commencé à se vider lentement. Les gens sortaient, discutèrent du verdict, mais personne ne doutait plus que la justice avait triomphé dans la mesure où c'était possible dans de telles circonstances. Dans les rues de Viborg, c'était de nouveau calme. Les habitants savaient que l'affaire était close, bien qu'un arrière-goût amer reste encore longtemps dans l'âme de chacun. Les parents devenaient encore plus attentifs envers leurs enfants. L'école surveillait plus strictement le comportement des élèves. Les adolescents devenaient un peu plus silencieux et pensifs. Et bien que le procès et le verdict aient officiellement clos l'affaire Emil Jensen, la police avait encore une tâche importante. Comprendre comment empêcher la répétition d'une telle tragédie à l'avenir. Et la ville continuait de vivre. Sa vie maintenant à jamais divisée en un avant et un après cette histoire.